Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de Connaissez-vous? Mon invité cette semaine est Madame Anne-Marie Grondin. Ça me fait plaisir de vous revenir avec une nouvelle émission de Connaissez-vous? Je vous l'ai nommé en introduction. Mon invité est Madame Anne-Marie Grondin. Et je vous dirais qu'Anne-Marie, c'est une dame que j'ai eu l'occasion de croiser. Et il y a eu comme toujours des petits moments où on trouvait du temps pour se parler. Ça a toujours été super agréable. Quand j'ai commencé, pas longtemps après le début de Connaissez-vous, je lui ai demandé pour participer et tout de suite, elle a accepté. Vous allez comprendre aussi pour ceux qui ne la connaîtraient pas, quelle a été son implication et quelle est toujours son implication d'ailleurs dans le monde des non-voyants. Et peut-être aussi que c'est sa voix que vous allez reconnaître. Tout d'abord, oui. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Martin. Ça me fait plaisir de te recevoir. Oui, ça fait plaisir moi aussi. Merci de me recevoir. merci de me recevoir dans ton émission. Plaisir partagé totalement. Oui. Bon, Anne-Marie, toi, tu n'es pas non-voyante. Hein? Mm-hmm. On poursuit notre petite tradition là, d'avant l'été de recevoir un invité par mois qui n'est pas non-voyant, mais on essaye quand même toujours de faire un petit survol de ta vie, en tout cas nous dire ce que tu veux bien nous dire. Et normalement, j'aime ça commencer un petit peu par la naissance, nous dire d'un peu d'où tu viens, de quel genre de famille. Bon, écoute, moi je suis née quand même dans les années 60, ok? À l'aube de l'année 60, je dirais même à la fin, toute fin quasiment de l'année 59. Alors voilà, d'une famille, je te dirais classe moyenne, les parents assez intellectuels, ma mère était à l'université. En fait, on a des photos de moi, en fait, dans le ventre de ma mère, alors qu'elle avait son diplôme, elle était bachelière avec la toge et la toque et tout, fait que, à l'université de Montréal. Alors, c'était ça, une famille de 4 enfants, la plus vieille, la responsable, la grande sœur, et puis une famille de Laval. Avec des parents fonctionnaires, professeurs, mon père est criminologue et tout, à la retraite maintenant quand même. Et puis c'est ça, c'est une famille assez aisée, je te dirais, dans la classe moyenne, avec tous les mouvements historiques qui se passaient. Il y avait quoi, les années 60, il y avait la baie des cochons, il y avait Cuba, il y avait les Beatles, l'Expo 67, l'album jaune de Jean-Pierre Ferland, après ça, toutes sortes de trucs comme ça, puis l'émergence quand même du Québec King, hein, fait que j'ai tout vu ça, moi. Tu te souviens de tout ça? Ben, je me souviens, je le sentais, en tout cas, mes parents m'en parlaient, tu sais. C'était des gens, quand même, ma mère, en tant que professeur, est obligée de relayer un petit peu l'information à ses étudiants, là, oui, d'être à l'affût un peu de... Oui, fait que le vieux chausson sale de Plume de Traverse, on l'a vu. L'album jaune, l'album des Robert Charles Lebas, le Sticho, en tout cas, tout ça, là, les belles sœurs, la nef des sorcières, le Guignol, c'était vraiment le Québec émergent, là. Mais pour l'expo, t'étais un peu jeune pour ça. J'avais 7 ans. Ouais, est-ce que tu... Je m'en souviens des journées, des après-midi perdus dans une grande file devant le pavillon de la Russie au bras de ma grand-mère avec les sandwichs au thon à côté de moi. Il faisait chaud, puis on attendait, puis on était supposé d'être content quand on rentrait dans le pavillon. Puis on regardait des grandes diapositives de la Russie, du système agraire en Russie. En tout cas, tu sais, je veux dire, quelque chose d'assez drabe. Aujourd'hui, on voudrait même pas voir ça, là. Mais dans ce temps-là, c'était extraordinaire. On faisait 4 heures d'attente quand même en file pour voir ça. C'était quelque chose. Et puis tu as des souvenirs, c'est extraordinaire. Ah oui, c'est dans cette file-là que ma grand-mère me disait « Alors, ce que t'as, là, faut que t'apprennes l'anglais, c'est important, ton cerveau est en pleine ébullition. » Puis moi, je voyais juste... La seule ébullition que je voyais, c'était le sandwich qui chauffait sur l'asphalte au cours de ces 4 heures d'attente-là. En tout cas, c'est quelque chose. L'Expo 67, hein, heureusement, c'était le fun, mais bon... Maintenant, on se dit on était patient quand même. Et qu'on était patient. Et bon, ça, c'était à 7 ans, donc peut-être au primaire, tout ça. Oui. Ensuite de ça est venu le secondaire. Est-ce que tu étais une
une bonne élève, toi, fille de professeur? Oui, j'étais une bonne élève, mais il y avait un problème, c'est que ma mère était professeure dans mon école au secondaire. Oh. Alors, puis comme elle était professeure de sciences religieuses, ça fait des problèmes. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très difficile parce que, je veux dire, j'étais une étudiante assez sérieuse, assez introvertie, puis j'aimais pas tellement le fait qu'on me rappelle tout le temps que ma mère était professeure de religion de l'école secondaire. C'est difficile pour moi, mettons, que je peux te dire. Mais bon, c'était des années, il y avait des belles choses, là, quand même. Je veux dire, c'est ça, j'étais vraiment dans la pâte, là, de cette révolution tranquille, là, si je peux dire. OK. Hein? J'ai vu venir des choses, on m'en parlait aussi, j'ai toujours été au courant de l'histoire, là. Alors, les années 60, les années 70, c'est ça. Une belle époque. L'émergence des cégeps. Oui, c'est vrai. Oui, puis le cinéma Outremont à Montréal, ça, c'est plus vieux, là, quand même, là. Toutes les belles choses qu'il y avait, c'était le fun, là. Et là, au secondaire, tu te dirigeais vers quoi? C'était quoi tes envies? Oh, Seigneur! On se départageait entre ce qu'on veut puis ce que nos parents veulent pour nous, hein. Ça a été une longue lutte. J'ai commencé par être... bon, écoute, c'était pas mal sciences humaines et tout, mais avec... Ça a été long avant l'émergence vers les arts, là. J'ai passé par beaucoup de chemins. Ça n'a pas été une chose qui était très encouragée parce que je voyais bien que mes parents se permettaient pas d'être des artistes aussi. Fait qu'il y avait toutes sortes de directions que j'ai prises par rapport à... Bon, je voulais étudier en psychologie. J'ai été admise. Après ça, j'ai pris des années sabbatiques. Et puis les années sabbatiques m'ont amené à prendre mon temps puis voir passer la vie. Pour moi, ce que je me disais, je trouvais pas ça normal qu'on commence à l'école à 5 ans puis on finisse à 24-25 ans au bout d'un doctorat et puis qu'on aille tout de suite travailler puis ça passe rien. Fait que moi, je m'étais dit, je veux voir la vie passer. Ça prenait du temps pour voir là, la vie, profiter de la vie. Ben, je voulais voir ce que c'était que la vie avant de devenir acheter une grosse maison puis après ça me retrouver à faire des enfants moi-même. J'avais l'impression que c'était une comment je peux dire, une roue infernale pour moi, là. Je m'étais dit, il faut que ça arrête. Tu voyais pas vraiment dans cette... Ben, sans me voir, je voulais prendre une pause. OK. Je voulais voyager. Je voulais savoir ce que je voulais. Ben voilà, ça a été long. Mais après ça, oui. Mais t'as voyagé? T'as réussi à... J'ai réussi à voyager, oui, j'ai voyagé quand même. J'ai fait un voyage de 6 mois en Europe par après, pas mal de temps après. J'ai étudié aussi, en danse contemporaine. Quand je suis revenue, j'ai décidé de faire de la danse contemporaine, de vraiment être artiste. Comme un peu si j'étais morte en Europe, puis j'ai revécu à nouveau en descendant de l'avion. Je me suis dit, à partir de maintenant, je fais ce que je veux. Et là, 6 mois là-bas, ça a dû quand même être quelque chose. Oui, parce que pour moi, j'avais une intuition qu'il y avait d'autres façons de vivre qu'à Montréal, que notre façon de vivre à l'américaine, nord-américaine. J'avais besoin d'aller chercher des racines pour comprendre comment vivre, penser, de voir d'autres gens vivre sous d'autres valeurs. Alors, l'Europe en présentait pour moi de ça. Si ce n'est que par l'ancienneté et tout, j'avais besoin de voir qu'est-ce qu'il y avait là-bas. Puis en 6 mois, tu as eu le temps quand même de trouver des options de vivre, de changer un petit peu l'échelle de valeur et tout ça qui est importante, un autre rapport avec la société qu'on peut voir en Europe où le tissu social était davantage construit, plus dense, moins friable qu'ici, un autre rapport avec l'histoire, un autre rapport avec l'espace, l'habitat, les valeurs aussi de l'Europe qui m'intéressait de connaître pour peut-être avoir une option, tu sais, si je peux dire. Mm-hmm. J'avais besoin, je doutais beaucoup de l'American Way of Life, si je peux dire. Oui. Ok, je doutais beaucoup, puis même je pouvais pas croire que ce n'était que ça, puis ça allait être que ça, puis moi j'allais reconduire ça comme une courroie de transmission à l'infini, tu vois. J'avais besoin de voir autre chose. Okay. Ou de faire un arrêt pour voir d'autres valeurs. J'aurais pu aller en Asie aussi. Oui. En Afrique aussi. Ben oui, il y avait quand même beaucoup de possibilités. Oui, il y avait beaucoup de possibilités, mais bon, à ce moment-là, tout le monde allait en Europe, hein, beaucoup. C'était à la mode. C'était la mode. On s'achetait avec des pré-bourses, on s'achetait avec des restants de pré-bourses, on s'achetait des chars où on partait en Europe l'été.
Maintenant, les gens ont des iPads, là, des iPhones, puis se contentent de ça, mais c'est ça. Puis c'est tellement vrai, en plus, hein, ce que tu dis, parce que, bon, de nos jours, hein, même les relations sociales sont moins importantes. Ils se Encore font moins, mais... Ils se font à travers les réseaux sociaux, oui, mais c'est ça. Ouais. Alors, à ce moment-là, c'est pour ça que j'ai jamais été très rapide pour condamner les jeunes, comme certaines personnes l'ont fait dans 2012, là, lors des carrés rouges, de dire qu'ils sont gâtés, ils ont une tablette, là, mais je m'excuse, mais une tablette coûte pas mal moins cher qu'un voyage en Europe, là. Puis je trouve qu'on s'en permettait beaucoup dans ce temps-là. Mais bon, pour moi, c'est fait, ça a été fait. Mais tu dis on s'en permettait beaucoup, mais j'imagine que tes parents, eux, ils ont pris ça comment? Ben, écoute, ils ont été un peu inquiets parce qu'ils pensaient que j'allais faire une fonctionnaire comme papa ou ben non, une professionnelle comme maman. Puis j'avais plutôt une envie de faire autre chose. C'est ça, on disait de faire ça, oui, professionnel, certainement, mais je m'étais dit, j'ai envie d'être une artiste. C'est ça, puis là, les arts, c'était comme considéré incertain. Là. Ben, en fait, oui, c'est surtout aussi par le statut des arts en Amérique. Hein? J'ai rencontré quand même pas mal d'artistes sur des plateaux de tournage, une Russe, entre autres, qui m'avait dit ici, c'est très difficile, les arts, comme ça l'est en Russie, mais il y a une chose qui est facile en Russie, c'est qu'on a le respect. Ici, il n'y a pas de respect. Ah oui? Si t'es pas une vedette ici, c'est waiter, tu sais. Waiter, puis si t'es connu. Mais en Russie, t'es un artiste, c'est déjà considérable comme statut. C'était ça dans son temps, en tout cas. C'est un peu comme un curé, c'est pas parce que le curé est pas connu qu'il est pas un religieux, hein. Mm-hmm. Alors ici, un religieux, on le laisse tranquille avec le salaire qu'il gagne. Je veux dire, il y a une vocation. Alors c'est ça qu'elle trouvait en Russie qu'elle avait pas ici. Et je trouvais que ça représentait quand même la considération qu'on donnait aux arts. Cela dit, mes parents étaient des esthètes. Mon père est comment je peux dire, quelqu'un de très, très cultivé au niveau de la littérature, de la poésie, même de l'actualité. Okay. Mais c'est un déchirement pour lui que de ne pas pouvoir se permettre d'être artiste. OK. Ça, c'est quelque chose. En tout cas, il y avait autre chose aussi pour lui dans sa vie. Mais ce que je veux dire, c'est un déchirement. Mais je crois que parce qu'on ressent toujours ce que nos parents auraient voulu vivre, puis que nous, on dirait qu'inconsciemment, on cherche à vivre pour résoudre quelque chose, peut-être pour eux. Moi, j'ai voulu être une artiste, mais sans toutes les freins que mon père s'était donné. Okay. À cause de l'époque. Puis à cause aussi qu'il y avait 4 enfants maintenant. Une fois que tu as 4 enfants, on peut plus faire tellement retour par en arrière. Hein? Non, il faut s'assurer une stabilité, un salaire. C'est ça. Alors parce que moi je les avais pas faites les 4 enfants, mais mon père les avait fait. C'est ça. Alors c'est pas la même c'est pas la dynamique du tout. Non. C'est ça. Puis ensuite lui était plus davantage intéressé par la littérature, mais on sait le risque aujourd'hui de ce que c'est qu'être un écrivain en littérature, hein, c'était surtout à ce moment-là, tu sais, bon, il y avait trop d'écart, mais moi à ce moment-là, je percevais cette envie profonde et j'avais envie j'avais envie parce que surtout c'était une époque où les gens se disaient cherche à rester proche de toi-même, c'était sois fidèle à toi-même, si je peux dire. C'était la grande conquête d'être fidèle à soi-même ou de récupérer son espace personnel, dire j'ai ça que j'ai envie de devenir, je le deviens. En fait, j'ai pris des cours. En tout cas, si je ne suis pas devenue, j'ai pris les cours. Je les ai réussis, je pense. Je te sens quand même à l'aise dans ce fonctionnement-là. Ouais. Dans le sens que tu dois considérer que tu es né quand même à une bonne époque. Une époque où je te dirais que la libération des femmes, aussi la libération de l'individu était importante. Tu vois, c'était au centre. On nous disait, fais ce que tu veux. L'important, c'est, bon, tu vas trouver la force de faire ton chemin. Par après, c'est certain que c'est difficile. Bon, parce que quand on sait maintenant ce que c'est qu'être travailleur autonome en culture, il faut développer son marché, on fait des contrats, les contrats sont roches, on est payé plus tard ou on est payé pas très cher. Et puis après ça, développe le marché. Tu peux pas vraiment te reposer, puis il faut que tu te documentes tout le temps, tu sais. Mm-hmm. C'est quelque chose. Ça m'a appris à être débrouillarde, en tout cas. Fait que voilà. J'espère que j'ai répondu. Ben oui, certain. Hein? Ben oui. Mais après, il y a eu comme la danse, il y a eu Oui, parce que je m'étais dit je vais faire du théâtre, oui, ou bien je vais faire de la danse, ou en tout cas les arts de la scène. Oui. Parce que l'art plastique, tout ça, non, ça me branchait pas tellement. La musique, j'avais essayé, puis c'était trop je trouvais que ça avait beaucoup de discipline, mais la danse m'intéressait beaucoup. Et évidemment, la danse, le classique, faut la commencer tôt.
OK. Mais la danse contemporaine, telle que je la faisais, on pouvait la commencer à peu près à l'âge où j'ai commencé. 14 ans, 15 ans, à l'école secondaire et tout. Donc, oui, par après, j'ai écouté ce désir de faire de la danse et je suis allée faire mon baccalauréat en danse contemporaine à l'UQAM. Ce qui m'a donné une grande connaissance du corps parce que là, on croisait les théories contemporaines du corps qui étaient apportées par la psychologie, la psychanalyse et tout, puis les théories du corps telles que le Feldenkrais et puis d'autres, des techniques Alexander aussi qu'on connaît beaucoup là maintenant pour la réhabilitation au travail là, puis du corps au travail nous donnait. Donc j'ai beaucoup été enseigné, on m'a beaucoup enseigné à l'intérieur de ces paramètres-là. En tout cas, artistiquement, là, ça m'a donné une grande force, si je peux dire, d'un ferment de base pour après ça passer vers le théâtre. Okay. Ce qui est quand même différent des comédiens là, normal, là, qui vont par les grandes écoles, l'École nationale de théâtre, conservatoire. Moi, j'ai passé plutôt par la danse, ce qui est assez spécifique. Puis là, le théâtre, c'est pas non plus facile, là. Non, parce que le théâtre, en fait, moi, j'y suis allée un petit peu par la bande, hein. Je suis allée par la danse, et puis la danse me disait, j'ai un corps, maintenant, j'aimerais avoir une voix, et comme je suis habituée sur la scène, pourquoi pas que j'irais pas prendre des cours auprès des comédiens pour pouvoir travailler l'interprétation, tu vois, j'ai passé par le texte, parce que peut-être j'allais rejoindre un peu les envies de mon père, là, d'avoir un contact avec le texte, les écrivains de théâtre, oui, mais les écrivains de littérature aussi, tu sais. Mm-hmm. C'était une passerelle qui m'a mené vers ça. OK. De là, après ça a été les cours réguliers qu'on prend pour enseigner et tout ça. Donc, j'ai fait de l'enseignement aussi. J'ai été enseignante. Hey! Oui, quand même. Mm-hmm. Enseignante en théâtre auprès dans parascolaires, les jeunes au primaire, au secondaire, même au cégep. Bon, tous les âges? Oui, tous les âges et même les adultes. Bon. Oui. Et puis là, dernièrement, avec les non-voyants, avec l'Arboretum, là, dont j'ai été leur professeur pendant 6 mois. Oui. La pièce, ça c'est la pièce, la troupe de théâtre qui comprend des non-voyants et des voyants. Oui. Okay. Alors, je sais pas s'il y en a beaucoup des pièces, des troupes de théâtre avec des non-voyants. Moi, j'en connais pas d'autres. Non, bon, alors Arboretum, depuis, je te dirais que c'est depuis janvier dernier. Okay. Donc, j'ai été professeur de théâtre pour Arboretum, les non-voyants. Auparavant, pour Arboretum, j'ai été assistante metteur en scène aussi avec Steve Bertolotte, qui était metteur en scène, pour monter une pièce qui malheureusement n'a pas vu le jour. Ah, c'est l'année qu'il y a eu des pépins là. Des pépins, oui, à l'intérieur, oui, avec une comédienne qui s'est blessée. Alors, ça aurait dû être la pièce de Éric Emmanuel Schmitt, là, l'Hôtel des Deux Mondes, je pense que c'est ça, qui aurait dû avoir été produite, mais qui a été stoppée. Donc, mais présentement, je suis le metteur en scène aussi pour leur nouvelle production qui commence en septembre. Là. Mais là, tu me corriges si je me trompe, mais c'est toi, dans le fond, qui a donné l'atelier au RAM qui cherchait des gens pour s'impliquer dans le théâtre, c'est tout ça? Ouais, en fait, oui, c'est ça. Je ne sais pas si je couvre tout ce qui a pu se faire au RAM, là, en temps de théâtre. Mais ce que je veux dire, dernièrement, en janvier dernier, Arboretum, donc, a offert un cours, atelier de jeu. Carrément, comme si c'était des acteurs qui se faisaient superviser de leur jeu. Pardonne-moi le terme, le coaching de jeu. Oui, oui. Un petit peu comme on fait dans les masterclass d'acteurs, on a fait la même chose. On a pris des scènes d'audition et ils ont répété des scènes d'audition à deux voilà. OK, mais là, les gens qui se présentaient à cet atelier-là, c'était pas des gens qui avaient déjà joué ou si... Beaucoup avaient déjà joué et d'autres en avaient pas du tout joué. Alors, mais ça a fait quand même un spectacle assez intéressant, une présentation publique, un exercice public assez intéressant à la fin de la session. Et c'est un petit peu comme dans les écoles de rang, là, où est-ce qu'on trouve tous les niveaux dans la même classe, mais finalement, tout le monde finit par savoir son nom et écrire son nom, là, tu sais. Donc, oui, il y a des gens qui
évidemment, la formule de la classe, c'était comme dans les masterclass, hein, on passe tous en avant de tout le monde, une fois dans le cours. Alors, c'est ça que je faisais avec tout le monde. Il y avait 6 groupes, on divisait les 2 heures en 6, donc chaque groupe passait 20 minutes par soir. Et puis, tout le monde regarde. On regarde le groupe, puis on prend les commentaires, on écoute les commentaires. On apprend à jouer en regardant jouer les autres. Hein? Fait que c'est ça qui se passait. Et là, bon... chacun y allait avec à son niveau, évidemment. Oui, mais est-ce que, bon, toi, est-ce que ça a été un gros défi pour toi de faire ça avec des personnes? Parce que quand on voit pas, il nous manque des éléments, des fois, de... Oui. Oui. Il manque des éléments. Je pourrais dire que c'est la chose qui m'a fait le plus peur au début, mais qui était le plus facile à remédier, ouais. Oui. Parce que, bon, évidemment, j'ai fait... chez moi, il a fallu que je trouve des exercices de théâtre qui ne demandent pas trop de déplacement. S'il y en a, ça existe. Mais je pense qu'il faut surtout faire un défi avec les gens qui ne voient pas, c'est-à-dire bouger avec tout ce qui nous reste. OK? Bouger. C'est ça qui est important parce que c'est dangereux d'en arriver juste à la voix. Oui, juste au texte et à la voix. Même parmi les comédiens qui voient, il y a des gens qui en restent au texte et à la voix. Tu sais, je veux dire, on n'a pas l'impression qu'on a un corps. Alors, même chez les débutants, il faut déjà, même chez les voyants débutants, il faut les amener à avoir le corps du théâtre, là, si je peux dire. Alors, le texte, c'est juste un résultat, hein, OK? Mais le défi avec les non-voyants, c'est les empêcher, si je peux dire, c'est de les emmener à être au-delà du texte parce que c'est trop facile d'en revenir juste à ce qui sort par la bouche, là, tu vois. Oui. Puis là, quand tu t'embarques dans une pièce, forcément, tu vas avoir un peu de déplacement à faire. Il y a des déplacements. Je te dirais que oui, il y a à négocier. Mais au départ, bon, il y avait toute la didactique, tout ce que je pouvais envoyer comme matériel pédagogique, c'est évident que je l'ai tout adapté. Il y avait des voyants, il y avait des non-voyants. Il faut donner du matériel. Bon, des textes, des méthodes d'analyse, d'approcher le texte, parce que c'est la grande peur du texte, c'est de dire, il faut tout apprendre ça, puis après ça, il faut que je le dise. OK? C'est comme un gros steak pour un enfant de 6 ans, hein? Un gros steak, là, faut commencer par le découper en tout petites bouchées. C'est ça paraît énorme, là, ça paraît... Ouais. Alors, comment réduire son steak en petites bouchées? C'est ça pour les non-voyants comme pour les autres, OK? Le défi avec les non-voyants, comme je te répète, c'est le même qu'avec les voyants, être autre chose qu'une voix qui parle. Alors, puis surtout, ne pas se réfugier dans un corps, dans le corps qui parle, tu vois ce que je veux dire? Alors, faut vraiment pousser davantage ça avec les non-voyants, mais je te dirais que ça n'a pas été une grosse job à faire. OK. Parce que il y avait déjà cette éducation que probablement vous donne beaucoup de comment je peux dire ça, là, pas des assistants, mais des éducateurs. Ouais, ou les intervenants. Les intervenants ou les éducateurs spécialisés. Justement, ce qui vous empêche probablement de faire, c'est de ratatiner. OK? Parce que justement, il faut penser, vous avez pas, il y a un contact qui est perdu avec l'extérieur, qui est simplement visuel, c'est le seul. Mais il faut justement que même au niveau du corps, je disais à un comédien qui était pas très habitué, j'ai dit relève la tête, fais attention parce que tu ramènes ta voix trop petite devant toi. Alors relève la tête, projette quand même avec ton jeu, avec ta voix, avec tes yeux, avec ton visage. Faut bouger avec tout ce qui vous reste. OK? Et ce gars-là, à la fin, je te dirais qu'à la fin du cours, il m'a rendu une performance où il s'est jeté par terre, s'est relevé, est allé se rasseoir, il y avait un magnifique numéro là qui s'apparentait à Dr. Jekyll et Mr. Hyde, en tout cas. Puis le gars travaillait avec son Victor, là, OK? Et son Victor était devenu le Dr. Jekyll, Mr. Hyde plutôt. Qui lui était Dr. Jekyll, mais tout ça avec toutes les armes à feu, il y avait même une arme. Il s'est tiré à blanc, puis il a finalement, il a pas fait exprès, mais ce que je veux juste dire, c'est qu'il y avait quand même une arme à manipuler, il faut qu'il trouve, il y avait plein d'accessoires. Alors, il a fait ça, il a fait ce numéro-là, il était prêt à le livrer même devant un public.
Écoute, il avait jamais joué avant le début du cours. Mais c'est qu'il y a eu une belle progression tout au long. Une très belle progression. Puis la première chose à faire, à lui, comme au plus expérimenté, qui était dans le cours, projetez, continuez de projeter. Ce que vous montrent les éducateurs, il faut le faire en théâtre. Et au niveau des déplacements, il y a des repères à faire, oui. Parfois, quand on travaille avec des voyants, OK, parce qu'il le faut, des petits gestes peut-être pour juste placer le coude ou donner un repère, mais à peine. OK. Et parfois, on a utilisé aussi un tapis de sol parce que le tapis permettait de compter les pas, agissait d'une façon podotactile, si je peux dire. Okay. Il y avait des petits repères, mais à part ça, je te dirais que j'ai été surprise de voir à quel point, mis à part ces petits repères qu'il fallait donner, le podotactile avec le tapis, le coude avec la main puis le coude avec la personne qui voyait, il n'y avait pas grand-chose, là. Donc, les gens comptaient leurs pas, okay. Puis savaient comment se diriger dans l'espace une fois qu'ils avaient leur repère physique. Donc ça a été pas si pire, là. Ça a été pas un... Ça a été, écoute, je pourrais te dire que maintenant, j'envisage la conception d'une nouvelle mise en scène, mis à part les tapis que je pourrais dire que, bon, je me retiens parce que là, il y a un tapis quand même, faut que je donne une chance, là, on peut tellement s'enfarger rapidement. C'est ça, il peut y avoir d'autres désavantages. Des désavantages, mais je te dirais... Ça va tellement bien avec le minimalisme qu'on voit au théâtre aujourd'hui, le fait de réduire le décor, tu vois, pour pas que les gens se frappent dedans. Ouais. En tout cas, moi, ça me convient tout à fait. Et puis, je suis vraiment pas inquiète sur l'aspect du déplacement, là. Mais... Pour la conception de la mise en scène à venir. OK. Mais bon, ça tu disais ça a été un point qui a pas été trop mais est-ce qu'il y a eu des choses auxquelles tu t'attendais pas, que ce soit positif ou plus difficile là? La chose la plus difficile, je te dirais, c'est le nombre de supports différents que les gens vont utiliser. Il y en a qui sont au braille, qui veulent apprendre leur texte par le braille. Ils seraient capables de faire ce qu'on appelle des lectures de table, là, des tables de lecture. Que tout le monde lit son texte. Parce qu'au début, ça commence toujours le théâtre, on réfléchit à ce qu'on va faire. Plus on réfléchit, plus on est capable de jouer efficacement une fois qu'on monte sur scène ou on est dans la salle de répétition. Il faut réfléchir à ces personnages. Il faut qu'on pense à savoir comment l'auteur a écrit cette pièce-là, pourquoi il a écrit cette pièce-là. OK? Alors, tout ça, c'est une réflexion qu'il faut se faire comme une enquête policière. Qui sont ces gens-là? Pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait? Donc, on part évidemment avec le texte, avec les didascalies, tout ça. C'est ça. Et après, on est en groupe, puis on met tout ça... Faut réfléchir en commun. OK. Au-delà des règles de répétition, faut réfléchir en commun au pourquoi de cette pièce-là, puis quels sont les mobiles qui poussent les comédiens, qui poussent les protagonistes, les personnages à faire ce qu'ils font ou ce qu'ils ont fait dans la pièce. OK? Et quels sont les résultats qu'ils veulent obtenir. Là où il y a un problème, par exemple, c'est sur le support. C'est-à-dire que sur les travails de table, sur les travails, oui, effectivement, les répétitions de travail de table, il y en a qui ont un support parce qu'ils sont capables de lire en braille. On peut évidemment pas commencer à écouter des MP3 en plein milieu. C'est qu'il y en a vous êtes plusieurs non-voyants sont obligés de se fier à leur mémoire, puis d'autres sont capables d'aller chercher telle page à telle ligne. Tu vois ce que je veux dire? Oui, et tout à fait. Alors, c'est là le problème, c'est que... Ça faisait peut-être un peu une disconnexion. Une disconnexion. Mais ça, je pourrais te le dire, parce qu'on peut pas des fois se dire, référez-vous, si vous lisez à la page 13, tel personnage dit ça. Là, évidemment, il y en a qui vont pouvoir y aller avec leur braille, leur document braille, puis il y en a d'autres non, parce qu'ils se rappellent quand même pas de ce détail-là aussi précisément. Alors, c'est là où j'ai un petit peu peur de larguer les gens, mais sinon, pour ce qui est de l'apprentissage du texte, les gens ont tous leur façon de faire. Soit par braille, soit en gros caractères, soit par les MP3. On a plusieurs façons. On peut avoir une version du texte où c'est juste nos répliques qu'on entend, et il y a un espace après ça pour la réplique de l'autre qui est vide. Ou bien on a la réplique de l'autre, puis nous on a un espace pour dire la nôtre quand on répète. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Fait qu'ils ont tous leur façon d'apprendre et ça marche très bien. OK.
Donc, mais vous l'avez faite quand même, là, la table de On va la faire, mais c'est juste pour dire que le problème que je vois, quand j'envoie mes documents, évidemment, en .docx, ça va. Je les mets pas en PDF pour beaucoup de monde. Mais c'est juste que là où ça va être un problème, c'est un partage plus fin. Des informations textuelles, des informations littéraires de la pièce, un partage plus précis, qui va être plus difficile à cause de la différence de support. C'est ça, OK, je comprends. Mais sinon, au ce qui est niveau des mouvements de mise en scène, l'an dernier, quand j'ai fait l'assistance à la mise en scène, il y avait des façons de faire. Oui, il faut redonner les directives, puis que les gens les relisent tout le long de la semaine suivante, mais mis à part ça, on a eu très peu de problèmes avec les déplacements. Et les problèmes de faire attention pour pas avoir d'accident, que quelqu'un s'enferme dans un tapis ou un élément de décor. Non, c'était très habile. Je te dirais même que ça a été mieux parce que les gens sont très concentrés que dans beaucoup de troupes de voyants. Tu peux nous en parler un peu? As-tu un exemple de... Oui, je te dirais que la concentration... Oui, parce que moi, là, ça, sérieusement, là... Ça te surprend? Non, ben, ça me surprend pas, mais ça m'intéresse au plus haut point, là. Ben, je vois dire, effectivement, l'image elle distrait beaucoup, hein? Oui. Ce que je vois, c'est la profondeur de réflexion, la capacité de concentration des gens non-voyants par rapport aux voyants. Le texte est appris plus rapidement. Les choses sont retenues plus rapidement. Vous avez intérêt à vous souvenir de beaucoup de choses. Quand on est voyant, on a plein d'excuses. On a plein de portes de sortie. On a plein de distractions. Des fois, il y a quelqu'un dans la vitre qui nous regarde, puis là, c'est assez pour qu'on veuille plus continuer à jouer parce que tant qu'il est là, on veut pas continuer. Il y a ça. Ensuite, quelqu'un nous fait rire parce qu'on le regarde, puis après ça, c'est la chaîne de je te regarde, t'es pince sans rire, puis là, ça me fait rire, puis l'autre essaye de pas rire, puis l'autre essaye de rire, puis l'autre, juste de le voir essayer de pas rire, ça le fait rire. En tout cas, OK? C'est ce style-là qu'il y a beaucoup de distractions. Puis qu'il n'y aura pas avec les non-voyants. Non, c'est ça, il n'y a pas de, comment je peux dire, de distraction, puis en même temps, vous êtes reliés à l'oral, à l'oralité. Et c'est comme la radio ou la télévision. Ce qu'on dit à la radio et ce qu'on dit à la télévision n'a pas la même teneur. Pour les voyants qui écoutent la radio, l'exigence au niveau du contenu, du sens, du propos est beaucoup plus grande quand il y a seulement le son que quand il y a la télévision. Tu vois ce que je veux dire? Il y a l'image et le son. Tout d'un coup, l'image porte à peu près peut-être plus que la moitié du sens, hein? Parce que là, il y a des gestes, hein? Il y a des gestes, il y a des couleurs, il y a des vedettes qu'on connaît. Des images, des fois, qui peuvent être mis par-dessus. Oui. Bon. Et puis, tout d'un coup, si on enlève le son, si on enlève l'image de la télévision, on sait très bien qu'on n'a pas la qualité sonore de la radio. Oui, en plein. C'est vrai. Mais c'est la même chose. Alors, la profondeur, l'exigence de sens qu'ont les non-voyants par rapport aux voyants est davantage exacerbée, si je peux dire. Fait qu'il y a une concentration qui est là, qui permet d'avancer très rapidement, avec beaucoup de discipline, qu'il n'y a pas chez beaucoup de troupes de voyants. Hein? C'est pour ça que, bon, je te dirais pas que j'aime mieux pas, c'est pas la question, mais je vous dis que vous avez des forces que justement les voyants n'ont pas parce qu'ils ont plus de choix et de diversité, donc ils sont éparpillés. Leurs forces sont éparpillées, d'une certaine manière, à moins d'avoir une discipline. Vraiment, là, très, très... Oui, mais je retrouve chez les non-voyants débutants la même discipline que chez les professionnels voyants. Quand même, ça peut être très encourageant. Très encourageant, parce qu'en plus, vous apprenez vos textes, parce que c'est ça que vous avez à faire, puis c'est tout. Tandis que chez beaucoup de voyants, non, on peut toujours prendre une pause, franchement, nous garoche, puis je vais le faire en dernier, puis déjà, quand tu vas à trois, j'en ai vu combien qui ont commencé à apprendre leur texte sérieusement à 3 semaines du spectacle. Ce qui est quand même inacceptable. Ça se voit pas chez les voyants. Ouais. J'en ai pas vu jusqu'à date chez les non-voyants. Parce que ça se conçoit pas, parce qu'en plus, vous metteriez davantage en fragilité. Quoi qu'il en soit, vous êtes habitué à cette discipline-là, parce qu'en plus, cette discipline-là vous apporte une liberté dont vous avez soif. OK? Moi, là, j'ai l'impression
quasiment que tu parles, puis on se connaît un peu. Ouais. Mais j'ai vraiment l'impression que tu maîtrises très bien, en tout cas, le phénomène de la non-voyance, parce que c'est tout à fait ça. Hein, oui, c'est une liberté. Moi, combien de fois je leur dis à mes étudiants voyants, apprends ton texte, donne-moi au moins un corps qui parle. Si t'es pas capable d'habiter ton corps, on va commencer par ton corps qui parle, puis ça va faire de toi un co-créateur de ce que je vais faire. Mais si tu sais pas ton texte, puis t'es avec ton texte à la main, tu te surprends-toi pas et ne te frustre pas, ne t'offusque pas que je te dirige. Parce que là, c'est ça, tu connais même pas ton texte. Mais pour l'instant, ce que j'ai vu avec les non-voyants, s'il y avait pas ce problème-là, les seuls problèmes qu'on a eu dans une troupe de non-voyants, c'était avec le voyant. Qui apprenait pas son texte parce qu'il était trop distrait, il y avait trop de choses à gauche, à droite, il travaillait, il partait en voyage, il gna. Alors c'est toujours pris par leur iPhone et pris ça, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup trop de distractions, on est beaucoup dans un monde de polyvalence à l'extrême. Alors vous avez, si je peux m'exprimer comme ça sans outrepasser, vous avez une chance de pouvoir vous concentrer. C'est vraiment la concentration, il faudrait la vendre au maître de ces temps-ci. Tellement les gens sont éparpillés. Tu sais? Donc, quelqu'un là qui pense qu'il pourrait être capable de faire du théâtre, là, mais qui s'imagine que les déplacements, ça va être trop compliqué, tout ça, c'est peut-être une mauvaise perception, là. Premièrement, il faut toujours... il y a une mauvaise perception, c'est normal qu'on ait cette perception-là. C'est ça, je pense que oui. OK, c'est normal. Mais, comme maintenant, vous êtes capable d'envisager de pouvoir vous rendre au métro avec une canne ou avec un chien, OK? Moi-même, là, j'aurais peur de me rendre au métro. On me dirait, tiens, on va te mettre des lunettes noires, là, puis tu vas te rendre au métro, puis tu vas te rendre au métro avec une canne seulement. J'aurais peur. OK? Ben, vous, c'est la même distance. Maintenant, il y a beaucoup de monde qui va attendre l'autobus, qui vont prendre l'autobus, qui vont se rendre au métro. OK? Toi-même, t'es capable. Mais tu le vois, la distance, là. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, là, que je te dirais que j'ai peur de me rendre au métro Longueuil avec ce que t'as aujourd'hui. Là, une canne, puis tu vois pas. Tu comprends? Mm-hmm. Pour toi, tu dis, ben non, il y a rien là pour moi maintenant. OK? C'est ça, mais il y a c'est le même écart, là. Ouais. C'est pas à peu de choses près quand même. Parce qu'on construit toujours le personnage à partir du début. Que ce soit voyant, non-voyant, il faut d'abord réchauffer la tête, le corps, les épaules, les jambes, la taille, la voix. Ensuite, les mobiles du personnage. De là, après ça, quand on commence par construire à l'intérieur un personnage, après ça, on commence à lui insuffler un corps. Mais comment construire l'univers intérieur d'un comédien, personnage? C'est par là qu'on commence. Alors ça, vous êtes capable. Très capable d'imaginer. Et puis, d'autant plus que certaines personnes qui ont déjà vu puis ils sont devenus aveugles. Oui. OK, non-voyantes. Mm-hmm. Mais il y a des gens qui sont non-voyants de naissance, ça c'est autre chose, mais il y a des non-voyants qui ont déjà vu. OK, fait qu'ils ont un certain bagage auquel ils peuvent encore se référer, qui peuvent servir pour, mettons, des références culturelles, des choses comme ça. Par exemple, je pense des gens qui ont été quelques Françaises que je connais, quand on leur parle de métro parisien, des immeubles de Paris, ils comprennent ce que je veux dire. Là, tu sais, là, ils savent de quoi je parle. Bon, il y a un certain bagage comme ça. Mais sinon, en partant de l'intérieur, en partant du très petit, on arrive à prendre une confiance qui a fait ça nous permet de faire des pas. Et ces pas-là, ben, on les aide. Puis à un moment donné, les gens se rappellent de leurs pas à faire. Et très peu de fois, j'ai pu voir avec des voyants que ces voyants-là avaient servi de repère pour les non-voyants. OK. Hein? Fait que c'est pour te le dire, il y a une question d'habitude. Ça nous prend ce que j'ai pu voir chez certains qui sont très à l'aise, ça leur prend quelques repères. OK, où est la porte là? Où est le mur? OK, la mur est là, la porte est là, la chaise est juste devant moi, puis toi t'es là. OK, parfait, je sais où tourner. Fait qu'ils font la mise en place de tous les éléments dans leur tête, dans leur espace. Oui, leur espace pictural, enfin pas pictural, mais leur espace scénique, là, tu sais, je veux dire, perspective et tout ça, ils finissent par voir, puis le nombre de pas, ils le comptent. Alors, la première chose qu'ils font, ceux-là, ils se garantissent en apprenant leur texte le plus rapidement possible.
Une fois qu'ils ont appris leur texte le plus rapidement possible, ils ont tassé un élément. Puis ils sont capables de focusser sur l'espace. L'espace. Et l'espace, après ça, il y a l'espace. C'est sûr que je leur concède qu'ils ont besoin de contrôler l'espace avant de contrôler le personnage, la psychologie du personnage. Mais la première chose qu'ils éliminent, puis ça, je leur en sais gré, c'est le problème du texte. Ils l'apprennent à l'endroit pas à l'envers. Wow! OK? Alors, des fois, des 2, 3, 4, 5 pages de texte. À l'endroit et à l'envers. Alors ça, je peux te dire que j'ai jamais vu une personne non-voyante à la remorque. Tous ceux qui étaient à la remorque, dans certaines troupes de théâtre que j'ai vues, c'était le plus souvent des voyants. Je suis renversé. Quand même, là. C'est comme je te dis, c'est une question de survie. Puis c'est une question aussi de prendre plaisir à faire ce qu'on fait. Si t'élimines pas un problème, comment tu veux avoir du plaisir? Effectivement, faut toujours avoir quand même un certain plaisir dans ce qu'on fait. Ah oui. Uh-huh. Alors puis les gens que je connaissais qui étaient non-voyants puis qui apprenaient leur texte avaient aussi des contraintes physiques assez sérieuses, des maux de dos importants, des choses comme ça. En plus. Mais ils ont pris du plaisir parce qu'ils avaient appris rapidement tout ce qu'ils pouvaient faire par eux-mêmes, avec une grande discipline puis une grande rigueur. Je vais faire une transition un peu bizarre, mais bon, parce que tu as commencé avec le théâtre, mais avant l'entrevue, tu me disais que ton premier lien avec les non-voyants, c'était pour une toute autre histoire, là. C'était pour de la lecture au Publiphone. Oui. Et là, maintenant, aussi, tu fais de la lecture de livres chez Point par Point. Mm-hmm. C'est très différent, là. Là, c'est enfermé dans des petites pièces. Pour le contexte de travail, c'est différent. Effectivement. Mais moi, je ne le vois pas très différent. Okay. C'est quand même un texte qui est habité, et c'est une communication. Non, je ne vois pas mon public. Les non-voyants, je ne leur enseigne pas, mais je leur raconte quelque chose. Il y a encore un lien. Alors, c'est ça pour moi. Et c'est un lien auquel on se raccroche dans le sens où, bon, je l'ai jamais vécu, là, mais bon, tu peux lire combien de temps, mettons, dans une cabine? Dans une cabine, maintenant, je te dirais qu'au début, je pouvais être bonne à 8 pages de l'heure, là, peut-être. Mais là, je suis rendue à une vingtaine de pages de l'heure. Quand je suis capable, là, je suis en forme. Quand j'ai pris un bon repos, une vingtaine de pages de l'heure, quand c'est bien écrit. OK. Alors, je peux te dire que la syntaxe d'une phrase, la qualité du français ou la rédaction d'un texte influe beaucoup sur la rapidité de lecture ou la fluidité de la lecture. OK. Alors, quand c'est bien fait, c'est à peu près à 20 $. Là, je te dis que je suis pas mal rendu à 20 $. Qu'est-ce que je dis là? Oh mon Dieu, 20 pages de l'heure. OK. Puis combien d'heures dans une séance de lecture? Moi, je te dirais qu'une séance de lecture, je peux me retrouver avec une centaine de pages facilement, là. Dans une grosse journée, là, je fais une centaine de pages. OK. Donc, 5 heures, là. Ouais, mettons 5 heures bien non-stop, là, mais je prends souvent des pauses parce qu'à un moment donné, la voix, quand on bafouille, hein, c'est fatigant. La voix, c'est un muscle, hein. C'est très fatigant. Je peux te dire que ça n'a pas l'air d'un travail, mais c'est un travail, le travail vocal. Parce que là, quand tu faisais le Publiphone, là, tu lisais des journaux surtout? Je lisais tout ce que les bénévoles ne voulaient pas lire. Bon. Hein? C'est pas difficile. Alors, les bénévoles, t'avais beaucoup de monde qui voulait lire leur page préférée de la presse. Alors, évidemment, elles leur donnaient. Ils ont ça à lire tous les jours, mais ils le lisent au téléphone. Ils voulaient lire Le Devoir. Il y avait pas beaucoup de monde pour lire le Journal de Montréal, fait que je l'ai souvent lu d'une couverture à l'autre. Oh! D'une couverture à l'autre, quand c'était pas le jeudi où je lisais le circulaire de Jean Coutu. Oh, t'as lu des circulaires en plus. Oui, monsieur. J'ai lu aussi le circulaire de Canadian Tire le samedi. Ah là 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 là. Ça, c'est long. Surtout les boulons, puis les outils, puis les pneus, les Firestone, ou ben donc les Michelin. En tout cas, je te jure que c'est quelque chose. C'est quelque chose. Ça, je m'en rappellerai. Les circulaires, c'est quelque chose. Mais est-ce que c'est plus difficile de se dire, bon, tu sais, on s'entend que lire des circulaires, lire des journaux, c'est éphémère. Là. Le lendemain, c'est effacé, puis bon, on recommence. Mm-hmm. Est-ce que c'est plus difficile
je sais pas comment dire ça sans être choquant, mais est-ce que c'est plus difficile de se dire bon, c'est moins, faut que ce soit bien lu quand même, puis j'ai tout le journal à lire au complet, puis il y a peut-être la moitié que je lirais pas si c'était juste de moi. Est-ce que c'est... Oui, c'est pas difficile, dans le sens que moi, je vais te dire qu'à partir de mon expérience, que j'ai appris à apprécier le Journal de Montréal. Là, j'ai dit le Journal de Montréal. Non, mais c'est celui-là que je lisais en premier, parce que c'est le seul que les bénévoles, les retraités, c'était pas ça qu'ils voulaient lire, hein. Ils voulaient lire la presse ou le devoir. Ils voulaient lire des choses qu'ils avaient envie de lire chez eux. Alors, je sais pas pourquoi, mais il y avait pas de bénévoles pour lire le Journal de Montréal, et alors c'est moi qui me le tapais. Mais, cela dit, j'ai appris à l'apprécier. Okay. Parce que, oui, bon, il y a des choses de chien écrasé, effectivement, mais il y a aussi une éducation populaire de base qui se donne là, et qui ne se donne pas ailleurs parce qu'on pense que tout le monde sait ça, hein, fait que les gens osent pas le demander, puis après ça, ils comprennent rien. C'est ça, ils disent, bon, ben c'est ça, des journaux d'intello, on comprend rien. Mais le Journal de Montréal disait les choses de base, puis déchirait le linge sur le dos sur des histoires, que là, les autres laissaient tomber, mais ces histoires-là finissaient par faire la manchette, même sur les grandes chaînes. Hein? Oui, c'est ça. Alors, des scandales, oui, mais bon, il fallait les dénoncer. Moi, je l'appréciais, ça. Voilà. Hey, mais quand... Fait que c'est ça. Après ça, ben voilà, mais après mon 6 mois à lire le Journal de Montréal, entre autres choses, là, je me suis retrouvée à travailler pour le RAC, à lire les communiqués du RAC. Mais, ouais, on va faire la pause. D'accord. On va faire la pause, puis on revient avec le RAC, puis sûrement d'autres petits trucs. Oui, bien sûr, ça fait plaisir, Martin. Mais le RAC, oui, parce que ça a été quand même un gros morceau, on peut dire. On peut dire que c'est un gros morceau, ouais. Bon, on fait la pause. On vient tout de suite avec notre invitée, qui est Anne-Marie Grondin. Merci. Vous pouvez communiquer avec nous pour nous faire part de vos commentaires, questions et suggestions en passant par notre site Internet à l'adresse www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous désirons remercier l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc. de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Bonjour et bienvenue à la section pause de l'entrevue. Cette semaine, j'ai décidé de rester dans le domaine du théâtre et de vous parler d'une troupe qui s'appelle l'Académie théâtrale L'Envol de Laval. C'est la première troupe adaptée au Québec dont leur mission première est d'offrir des spectacles de qualité à prix abordable. Entre autres services, je sais qu'ils offrent la description de la pièce avec, bien sûr, le petit écouteur et le petit émetteur qu'on peut ajuster le son. Donc, c'est très bien fait, c'est très intéressant. Ça permet, bien sûr, d'avoir accès à beaucoup plus de détails que, en ne voyant pas, bien sûr, souvent, on n'a pas connaissance. Je vais vous référer à leur site internet qui est le www.théâtrelenvol.ca. C'est situé à Laval. Ils sont donc subventionnés par la ville de Laval et ils ont donc accès à la Maison des Arts de Laval, qui est quand même une salle assez prestigieuse. Donc, je vous invite à prendre les informations sur cette troupe de théâtre et évidemment quand j'aurai des informations sur les spectacles offerts par la troupe de théâtre qu'Anne-Marie nous parle cette semaine, bien évidemment je vous en ferai part. À notre prochaine émission. Denis Artin. Étiez-vous au courant qu'en plus de devoir posséder un permis pour chanter dans le métro, qu'il fallait aussi se soumettre à des auditions? Ils nous ont fait passer les fameux concours où que tu fais une audition. Et là, même si on avait fait de notre mieux, ils nous disaient, par exemple, moi et Lovia, ils nous disaient que on n'avait pas été assez bon, mais vraiment pas bon du tout. En fait, on avait 1 point de différence, mais c'était genre le pire des points qu'on pouvait pas avoir. C'était quoi ce concours-là? C'était des auditions que la Ville de Montréal organisait, comme par exemple, moi j'étais dans le district Ville-Marie,
Parce Donc, qu'ils organisent des des auditions pour les musiciens. Oui, Ben, absolument. voyons donc, je te pas Ça, c'est à au courant de cause, ça. il paraît, à cause de nous autres, à cause du précédent qui avait été créé dans le Vieux-Montréal. Super. Voyons Parlez-moi en bien, parlez de moi en mal, mais parlez de moi. Nous sommes de retour avec notre invitée qui est Anne-Marie Grondin. Et puis, Anne-Marie, pendant la pause, elle me disait que, bon, je pense que je disais avant que, bon, son premier lien, c'était comme lectrice au Publifone, comme lectrice chez Point par Point, mais elle me disait qu'il y avait un autre lien qui l'avait... Oui, un lien beaucoup plus ancien. En fait, j'aimais beaucoup ma grand-mère paternelle qui lisait et qui m'invitait chez elle après l'école pour manger de ses tartines de sirop d'érable et puis il y avait des bonbons Pepperman. En tout cas, c'est ma grand-mère, hein, la mère de mon père. Et puis, c'est là qui est ma grande confidente et tout ça. Fait que j'ai eu l'intuition vers la fin de sa vie de lui acheter 2 livres. Il venait d'avoir le prix Nobel, je pense, de la littérature, il y avait un prix important qui avait été octroyé à Marguerite Duras, l'amant de Marguerite Duras, et aussi le livre, une biographie de Camille Claudel, la sculpteur Camille Claudel, et j'ai acheté les 2 livres et je les ai donnés à ma grand-mère. Je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, j'avais envie qu'elle les lise. Elle m'a dit, tu vois, j'ai eu le temps de les lire et je suis devenue aveugle tout de suite après. Et elle dit, c'est les 2 livres, puis elle les a gardés en tête à cause que c'était les dernières lectures qu'elle lisait. Puis c'était des lectures de femmes aussi, pas d'une petite fille à sa grand-mère là, qui achetait des choses de pensée du jour et tout ça. Non, c'était des lectures sur 2 femmes avec quand même une sexualité explicite dans le cas de l'amant. Et puis aussi dans le cas de Camille Claudel, là, dans ses relations avec Rodin et tout. Donc, c'était des lectures qu'elle avait beaucoup aimées et qui avaient été les dernières, comme je disais, donc qui l'habitaient particulièrement alors qu'elle était devenue non-voyante. Et par après, elle m'en a toujours parlé parce que ça l'habitait, et c'est ceux-là que je lui avais donnés. Elle m'a demandé par après, elle a pris on lui a apporté des cassettes de chez l'IRB, pas l'IRB, qu'est-ce que je dis, l'Institut Louis Braille. Et puis, mais elle m'a demandé... j'avais apporté un livre de théâtre et puis je pense que c'était une pièce française en fait et je lui avais lu le début de la pièce, le grand didascalie de départ et tout et puis les personnages puis elle l'écoutait de la même façon. Okay. Et elle m'avait demandé de revenir lui parler, lui lire ces livres-là. Elle était dans son lit. Et puis elle ne bougeait plus parce qu'elle avait elle s'était cassé la hanche. Puis je la sentais revivre parce que je lisais. Et j'ai toujours regretté de pas avoir terminé ce livre-là, tu vois, avant qu'elle parte en région habitée, et puis que là, je perde de vue ma grand-mère, que j'aimais beaucoup. Alors, je n'ai pas terminé ce livre. Et je pense qu'aujourd'hui, quand je lis, je termine toujours ce livre-là. C'est un beau souvenir. C'est un souvenir fondateur, si je pourrais dire. Qui m'était... on dirait que c'était quelque chose de jamais complété, que je complète continuellement à chaque semaine. OK. On avait commencé très brièvement à parler du RAC avant la pause. Oui. Alors, tout de suite après l'expérience de lecture au regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, on m'a appelé parce que Monsieur Miller, Gérard de son prénom, oui, Gérard Miller, pardon, avait besoin de quelqu'un qui pourrait rédiger et lire des articles. Alors, de l'Inforac Mag qu'il remettait en fonction. Alors, je l'ai rencontré. Et c'est là que j'ai commencé à écrire pour l'Inforac. J'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai rencontré là Monsieur Cousineau qui était à faire des rédactions des biographies, des brèves biographies des nôtres qu'on peut voir sur le site du RAC maintenant. Et j'ai rencontré Martin Morin, j'ai rencontré Monsieur Miller. J'ai beaucoup partagé avec ces personnes-là. Et j'ai toujours été, même Alexandre Bellemare, j'ai toujours été stupéfaite de voir les compétences qu'ils avaient accumulées et puis et qu'ils pouvaient partager aussi.
Ah oui, Alexandre Bellemare. Alexandre Bellemare, surtout avec du réseau informatique. Oui, mais aussi tout ce qu'il savait faire, tout ce que tout le monde savait faire et tout ce qui m'impressionnait beaucoup, la culture, les voyages. Jamais j'aurais cru une vie personnelle aussi remplie. Hein. Okay, à ce point-là. OK, ouais. d'accord. Que tout le monde avait des vies personnelles très remplies, actives. Parce que là, avec cette rédaction de communiqué, puis tout ça, t'as été comme un peu, immergé dans tous les événements, la semaine de la Carte Blanche. Oui, les réalités politiques. Oui. Ce n'est que la boussole électorale à Radio-Canada, l'écran tactile des guichets automatiques, les signaux vocaux sur les feux rouges. Toutes sortes de choses comme ça. J'ai travaillé aussi je travaille à l'occasion pour le regroupement des personnes handicapées visuelles de Québec, là, la région 0312, pour lesquelles je fais de l'enregistrement aussi, de procès-verbaux et des choses comme ça. Fait, j'ai l'occasion de lire tout ce qui se passe dans leur côté, d'être de leur au côté. Courant et tout ça, là. Oui, je connais beaucoup. De mon point de vue, j'ai été beaucoup immergée dans tous les débats politiques pour se faire entendre, pour ne pas se faire oublier de la part des voyants, tu sais, des non-voyants vers les voyants. Comment chaque renouvellement de site Internet peut emporter son lot de non-adaptabilité, si je peux dire. T'sais. Il faut toujours vérifier, c'est jamais acquis, il faut jamais se faire oublier, c'est toujours ça. Hein, voilà. Effectivement. C'est toujours ce que j'ai. Pour les vignettes, comment, tu sais, c'est des vignettes de rabais, des choses comme ça. Oui, des vignettes d'accompagnement. D'accompagnement, tout ça. Les enjeux qu'il y a là-dedans, puis. Toutes des choses que quand on n'est pas comme. Quand on n'est pas voyant, quand on est voyant, on n'a pas. On n'est pas trop au courant de ça. Non, on n'est pas au courant, mais de tous les enjeux qu'il y a de ce côté-là, oui, j'ai été mise au parfum, si je peux dire. Puis quand la lecture chez Point par Point, comment t'as été au courant de ça? Je pense. Oui, c'est ça. On m'a appelé pour me dire qu'ici on cherchait à Point par Point des lecteurs. Même auparavant, j'en avais fait de la lecture. Chez Vues et Voix. Moi, j'ai voulu le dire, mais oui. J'ai fait de la lecture donc chez Vues et Voix. Et puis, j'avais bien aimé ça avant de commencer à travailler pour l'Oral. Et puis, voilà. Fait que j'aimais bien le roman. J'étais intéressée à la lecture, à l'écriture aussi. J'aimais bien le roman, puis je voyais comme un défi de lire tout un roman. Mais surtout de le lire d'une façon chaleureuse, impersonnelle et soutenue aussi. Parce qu'il y a tout ça, là. Il y a tout ça. Il faut quand même qu'on adhère aux propos du roman. Tu sais, c'est sûr que j'ai déjà lu des choses que j'aimerais même pas lire, là, si je peux dire, normalement. Mais j'en ai lu d'autres pour lesquelles j'ai senti qu'on m'avait donné un grand privilège aussi. Parce que je l'ai lu pour le Québec, je l'ai lu pour la francophonie québécoise, là. Pour les non-voyants d'ici. J'ai lu surtout des prix, des prix littéraires. C'est quand même important de... Parce théoriquement, t'as pas vraiment de choix de ce que tu vas lire. Non, on me le donne un peu comme on donnerait un rôle à un comédien. Je pense qu'on réfléchit, ceux qui octroient les romans réfléchissent à qui le lit, quel ton de voix on va donner. Il y a un casting, là, si je peux me permettre de dire le terme, qui est appliqué au roman, ce qui est très normal. Là. Mais cela dit, quand on nous a confié ça, on le lit, c'est une mission, hein. Fait que toi, OK, tu le vois vraiment comme une mission, un accomplissement. C'est curieux parce qu'on est dans une cabine, on est seul avec soi-même, mais en même temps, le roman nous ouvre sur un monde. On est à l'extérieur de la cabine parce que le roman, on est en intimité avec lui. On le suit à la lettre, c'est quoi de dire, au point par point. Excuse-moi le mot. Ben non, c'est bon. On le suit point par point de chaque phrase, si je peux dire. On est dans une intimité avec ça, donc on le lit plus attentivement peut-être que si on le lisait à la maison seul. Parce qu'il faut le charger physiquement. Hein. Si je me trompe, c'est moi qui la recommence la phrase 4-5 fois. Ça m'arrive, des fois on bute. Puis là, le jour, quand tu reviens,
faut que tu te replonges aussi. Faut que je me replonge dedans, faut que j'écoute le ton de la voix, il faut que je m'investisse du roman sans trop le lire investi, parce qu'on me demande pas un rôle non plus, là. Exact. Puis à un moment donné, il faut pas que j'y mette un drama important, là, tu sais, je veux dire, il faut pas que ça soit dramatique non plus, quand c'est pas le cas, puis on n'a pas d'affaire à charger ça non plus, tu sais. Faut que ça soit le fun à lire, chaleureux, soutenu, pas plate. C'est ça, puis il faut recréer ça à chaque fois. Puis moi, j'ai comme un demi-secret Oui, vas-y donc. à mentionner, parce que c'est dans le ton de toute façon. C'est Anne-Marie qui a lu La jeune fille au piano de Louise Lacourcière, qui se passait, c'était l'histoire d'une jeune fille qui allait à Louis Braille, qui était comme la suite de la série La Saline. Mm-hmm. Donc, c'est toi qui as lu ça. Oui, oui. C'était dans le temps de Noël, il y a 2 ans. J'ai appris beaucoup de choses dans ce livre. Ben, moi-même, j'en ai appris beaucoup. Et puis, à la fin, il y avait des remerciements, puis il y a plein de gens que je connaissais dans ces gens-là. Ça... il y avait pas mal d'historiques sur l'Institut de Nazareth et Louis Braille. Effectivement. C'est l'histoire de ça aussi, entre autres choses. Entre autres histoires de cette histoire. Donc, si jamais vous l'avez lu, mais que vous avez pas écouté l'enregistrement jusqu'au bout, parce que moi, quand je lis un livre, j'écoute l'enregistrement jusqu'au bout. Ah oui? Oui. Même l'étape de niveau et tout? Oui, d'accord, ouais. D'accord. Jusqu'à la fin, jusqu'à temps que le narrateur se nomme à la fin. Ah, d'accord, OK. Alors, tu te nommes et c'est bien toi. Mm-hmm. Ouais, je me rappelle de cette histoire, ouais. Mais je sais que c'est une histoire qui touche beaucoup de gens aussi dans les non-voyants. Ouais. Hey, sur ça, j'ai le goût qu'on termine parce qu'il y a de l'action aussi autour de nous là, depuis quelques minutes. Mais oui. De jeunes, ouais. Judoka, ouais. Je comprends. Taekwondo. Taekwondo, pardon. Ben voilà, Martin. Alors, c'est juste pour te dire que j'ai le grand bonheur de pouvoir lire aujourd'hui des livres pour la Grande Bibliothèque, le livre adapté du Québec. Parce que ça, on parlait du Publifun tantôt que c'était éphémère, mais ces livres-là, ça reste longtemps, ça va être transféré dans une nouvelle technologie dans 50 ans quand le CD sera plus à la mode. Mm-hmm. Comme ils ont fait avec les cassettes autrefois. Ouais. Uh-huh. Et pour ce qui est de l'entrevue d'aujourd'hui, ben, elle s'en va sur mon site internet et puis j'imagine qu'elle va rester un bout de temps aussi puis que sûrement plusieurs personnes vont l'écouter. Ben écoute, c'est la grâce qu'on se souhaite, Martin. Ben en tout cas, moi ce que je me souhaite et ce que je nous souhaite à nous les non-voyants, c'est que si c'est jamais arrivé, mais ça peut arriver n'importe quand, ben c'est de faire des rencontres comme moi et Anne-Marie, on s'est rencontrés à un moment donné dans la cuisine de Point par Point. Ouais. Et Anne-Marie s'est donné la peine de se présenter puis de venir dîner avec nous des fois, puis ça fait toute la différence. Ah bon, écoute, ça me fait plaisir. Puis permettez-vous aussi d'avoir des rencontres avec les arts, le théâtre et même, je vous dirais même, parce que j'ai fait un article là-dessus pour l'Inforac, une rencontre même avec le monde de l'image, la photographie, tu sais, il y a une photographe aveugle là, dont j'ai fait sur lequel j'ai fait un article, qui lui travaillait avec des voyants, des assistants pour placer des objets puis photographier et donnait toutes ces règles. Tu sais, il y a le monde du mouvement de l'image appartient aussi aux non-voyants. Il n'y a pas beaucoup de frontières dans le fond. Hein? Au fond, non. Pas beaucoup. Ouais, la photo, évidemment, on suggère ce qu'on veut, là. Évidemment, il y a quelqu'un qui nous aide dans ces affaires-là, tu sais. Il y a des cadrages, on veut un flou, on veut avec davantage de lumière ou avoir un ambré. Il y a certaines affaires qui se donnent, mais je te dis simplement, la personne qui fait de la photo a déjà eu un passé de voyant, là. Ça, il y a ça. Mais elle parlait de droit à l'image et je crois qu'il y a un droit au mouvement puis il y a un droit au jeu qui est là, au jeu dramatique, un droit probablement à la danse aussi. Effectivement. Ben, dans le fond, c'est de pas se mettre de limites. De pas se mettre de limites, puis c'est de relever la tête, puis je veux dire, c'est un peu comme aujourd'hui, j'ai rarement vu, et je te dis, de faute de goût dans les habits des personnes non-voyantes, ainsi que de faute d'orthographe. Il y en a quasiment pas.
Et ça, je peux vous dire que vous battez beaucoup de voyants à plate couture. Ben, c'est toujours bon de se faire... Prenez-le parce que c'est vrai, puis je me suis même fait des ennemis auprès des voyants avec ça. C'est à dire, hein? J'espère que je m'en ferai pas d'autres. on va souhaiter ça. Bon, ben, c'est ce qu'on nous souhaite, ben, Martin. Un gros merci à toi, Anne-Marie, pour le temps que tu m'as consacré aujourd'hui, que tu nous as consacré. Et les gens à la maison, ben, je vous invite à continuer à nous écrire, à nous écouter, à partager quand vous avez aimé une émission, la faire connaître. C'est comme ça que le projet va survivre et va grandir. Là-dessus, bien, je vous remercie, puis à la semaine prochaine pour une autre émission de Connaissez-vous. À la semaine prochaine.